Nous reprenons nos travaux. Nous recevons maintenant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, représentée par son président, M. Camille Picard. M. Picard, vous connaissez les us et coutumes de la Commission. Ce n'est pas votre première fois. Vous allez nous présenter les gens qui vous accompagnent. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Après, Mme la ministre aura un entretien avec vous et les autres membres qui vous accompagnent au besoin, ainsi que les deux porte-parole des oppositions. M. Picard, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame Vallée, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les députés. Merci de votre invitation et de votre écoute aujourd'hui. Je suis accompagné de Maître Claire Bernard, qui est directrice adjointe du secteur de la recherche à la Commission, de Maître Evelyne Penneau, chercheur conseillère juridique, et Monsieur Jean-Sébastien Imbeau, qui est aussi chercheur au service de la recherche de la Commission, tous deux experts dans le dossier qui nous importe aujourd'hui. Alors, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte, la Commission a procédé à l'analyse du projet de loi 62 et elle a formulé 6 recommandations. Les commentaires de la Commission se fondent sur le cadre juridique des droits et libertés de la personne, sur l'état actuel du droit en la matière, ainsi que sur l'expertise qu'elle développe depuis plusieurs décennies en la matière. Dans un premier temps, on peut se réjouir que le projet de loi 62 vienne confirmer le principe de neutralité religieuse de l'État, déjà reconnu en droit québécois et canadien. La Commission tient toutefois à rappeler que la Charte prévaut sur toutes les autres lois. Ainsi, les dispositions du projet de loi ne peuvent porter atteinte directement ou indirectement à l'un ou l'autre des droits et libertés que la Charte protège, sous peine d'être invalidés. De même, les acteurs qui veilleront à la mise en œuvre de ces dispositions, advenant leur adoption, devront respecter le cadre juridique établi par la Charte. La Commission note par exemple qu'il est mal avisé d'opposer entre elles l'obligation de neutralité religieuse de l'État et l'obligation d'accommodement raisonnable. Au contraire, ces obligations visent tous deux le respect des droits et libertés de la personne et peuvent même se compléter. C'est d'ailleurs parfois le principe de neutralité qui justifie que l'État accorde une mesure d'accommodement afin de rétablir le droit à l'égalité. Il importe donc que le projet de loi n'effectue pas un détournement de sens au niveau de ces notions. Voilà pourquoi la Commission recommande de modifier le projet de loi 62 afin d'y inscrire une référence explicite à la Charte des droits et libertés de la personne, en vue d'assurer le respect des finalités que doivent poursuivre les obligations de neutralité religieuse de l'État et d'accommodement raisonnable. Une fois cette recommandation générale faite, la Commission s'est plus particulièrement attardée aux dispositions du projet de loi qui portent d'une part sur l'obligation de neutralité religieuse de l'État et d'autre part sur l'obligation d'accommodement raisonnable. En ce qui a trait d'abord à l'obligation de neutralité religieuse de l'État, la Commission insiste sur le fait qu'elle est le corollaire de la liberté de conscience et de religion et du droit à l'égalité, deux protections garanties par la Charte. En ce sens, cette obligation de neutralité vise le respect et la protection des personnes dans l'exercice de ces droits, et ce, qu'elles soient croyantes, incroyantes ou indifférentes. Une distinction essentielle s'impose d'ailleurs à ce sens. L'obligation de neutralité religieuse est celle de l'État et non des individus. L'obligation de neutralité ne s'applique donc pas aux usagers des institutions publiques. Un espace public neutre ne signifie pas que toutes les personnes qui s'y trouvent doivent reléguer leurs symboles religieux à la sphère privée. Au contraire, la neutralité religieuse de l'État doit être appliquée de façon à donner aux institutions publiques un caractère réellement inclusif. De même, l'obligation de neutralité religieuse de l'État doit viser le jugement, les attitudes et les actions des agents de l'État et non leur apparence. En effet, l'État doit s'assurer que ses employés exécutent leurs tâches avec impartialité et qu'ils appliquent leurs devoirs de réserve. Les employés de l'État ne peuvent non plus tenter de convaincre quiconque d'adhérer à leurs croyances dans l'exécution de leurs fonctions. Cela dit, le simple fait d'afficher ses croyances, par le port d'un signe religieux ne contrevient pas a priori à ces diverses obligations. C'est sur cette base que la Commission a analysé les articles 4, 5 et 6 du projet de loi.
Concernant plus particulièrement l'article 4, soulignons que l'obligation de ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de son appartenance ou non à une religion doit être comprise comme un moyen de garantir le droit à l'égalité réelle prévu par la Charte. La Commission constate que l'obligation d'accommodement raisonnable est encore souvent décrite à tort comme un privilège. Retenons pourtant que le droit à l'égalité réelle peut nécessiter un traitement différencié ou une mesure d'accommodement pour corriger une situation de discrimination. Il ne s'agit pas de favoriser une personne, au contraire, nous insistons sur le fait qu'un traitement identique peut engendrer de graves inégalités. Quant aux exceptions à l'article 4 qui sont proposées aux articles 5 et 6 du projet de loi, elles ne posent pas de problème dans la mesure où elles pourront être interprétées de façon à ne pas porter atteinte aux droits protégés par la Charte. Chaque cas devra toutefois être évalué à son mérite. En ce qui a trait ensuite aux dispositions du projet de loi qui traitent plus spécifiquement l'obligation d'accommodement raisonnable, rappelons d'abord que celle-ci est bien définie et balisée juridiquement depuis 1985. Les règles d'application de cette obligation, ainsi que les principaux critères de contrainte excessive, sont également bien établis, et ce, dans tous les secteurs de la société, que ce soit les institutions publiques, le milieu de l'emploi et le logement. L'obligation d'accommodement n'est pas non plus restreinte au motif religion. Elle s'applique à tout motif interdit de discrimination prévu à l'article 10 de la Charte. Par exemple, le handicap, la grossesse. Compte tenu de ce qui précède, la Commission s'interroge sur les effets que pourrait provoquer l'introduction dans le projet de loi d'accommodement religieux. Imposer un traitement spécifique aux demandes d'accommodement pour motif religion risque de favoriser la perception selon laquelle l'exercice de la liberté de religion nécessiterait des balises supplémentaires. En outre, la notion d'accommodement religieux ne pourra permettre de déroger au cadre établi par la Charte, qui doit protéger le droit à l'égalité de toute personne. La Commission a analysé les articles 9 à 12 en se fondant sur ces considérations. Certaines des mesures qui y sont proposées sont conformes à l'état du droit en la matière. Toutefois, la Commission a recommandé de modifier ou de ne pas édicter celles d'entre elles qui constitueraient une atteinte aux droits et libertés protégés par la Charte. La Commission souhaite commenter plus particulièrement l'article 9 du projet de loi. Cette disposition vise à baliser l'obligation d'accommodement raisonnable dans les situations précises où un membre du personnel ou un usager des services visés aurait le visage couvert. À ce sujet, soulignons d'abord que des instruments juridiques existants permettent déjà de répondre aux deux situations envisagées par cette disposition. L'obligation d'accommodement et les critères de contrainte excessive permettent de déterminer, selon le contexte propre à chaque cas, s'il est nécessaire ou non qu'une personne ait le visage découvert dans le cadre de ses fonctions ou la réception d'un service. La Commission appréhende les effets discriminatoires que pourrait avoir une telle mesure, tant dans le secteur de l'emploi que dans l'accès aux biens et services. À maintes reprises, la Commission a exprimé son malaise face à un projet de loi qui vise de façon indirecte un groupe particulier de personnes qui, pour des motifs religieux, ont le visage couvert, à savoir les femmes musulmanes portant le niqab. Dans le même sens, la Commission réitère ses préoccupations quant à la stigmatisation et la marginalisation que risque d'exacerber l'article 9. Les amalgames et les perceptions négatives dont fait l'objet le voile facial passent sous silence le fait qu'une interdiction de ce signe équivaut précisément à mettre en place des mesures contraignantes visant les femmes qui les portent. On restreint ainsi leur capacité à agir librement, à exercer leurs droits et à interagir au sein de la société. La Commission prend acte de la controverse que peut susciter le port du niqab et l'inconfort exprimé par une partie de la population à son égard. Cependant, face au caractère discriminatoire des mesures comme celles proposées à l'article 9, il convient de réaffirmer l'importance que nous devons accorder à la sauvegarde et à la promotion des droits et libertés garantis pour tous et pour toutes. C'est d'ailleurs grâce à l'adoption et à la mise en œuvre d'une loi fondamentale telle que la Charte que nous refusons que les agents de l'État ou les usagers des services publics soient discriminés sur la base, par exemple, de leur handicap ou de leur sexe. Il en est de même de la discrimination fondée sur le motif de religion.
Cela dit, la protection de la liberté de religion n'implique pas que l'on puisse offrir ou recevoir en toutes circonstances un service visé à visage couvert. Par exemple, les exigences de l'emploi en cause, les règles de sécurité appliquées ou les impératifs d'identification et de communication balisent déjà le port du voile facial. Les règles relatives à l'accommodement raisonnable que propose l'article 9 du projet de loi ne sont donc pas conformes à l'état de droit actuel. Par ailleurs, il est établi qu'on peut restreindre les droits protégés par la Charte en appliquant les règles de justification qu'elle prévoit. Toutefois, après analyse, les mesures proposées à l'article 9 du projet de loi ne passent pas le test de cette justification. La Commission voit difficilement ce qui pourrait constituer le fondement objectif urgent et réel auquel il faut répondre par un encadrement aussi strict et généralisé. De plus, la norme proposée ne semble pas être de nature à porter le moins possible atteinte au droit à l'égalité et à la liberté de religion touchée. La Commission recommande donc de ne pas adopter l'article 9 du projet de loi. Nous restons donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci, M. Picard, pour votre présentation. Vous abordez dans un premier temps, à votre première recommandation, vous demandez une modification du projet de loi pour y inscrire une référence explicite à la Charte en vue d'assurer le respect des finalités que doivent poursuivre les obligations de neutralité religieuse et d'accommodement raisonnable conformément à l'interprétation qui a été donnée à cette loi de nature quasi constitutionnelle. Alors, à quoi pourrait ressembler cette modification législative que vous nous présentez? Nous pensons qu'au début du projet de loi, ou au début de la loi, il pourrait être fait mention que la Charte des droits de la personne, les droits de la jeunesse, les droits de la Charte sont est prédominante sur tous les éléments des articles de la loi qui seraient adoptés. Et donc, ce que vous mentionnez, c'est ni plus ni moins un préambule. Vous proposez peut-être un préambule au projet de loi? Ou? Je pense que la forme peut vous appartenir ou appartenir au législateur, mais ce qui importe ici, c'est de bien se rappeler que les balises relatives à l'accommodement raisonnable et à la contrainte excessive sont déjà bien établies en vertu de la Charte et que la Charte prévaut sur toute autre loi. Donc, s'il y a nécessité d'établir d'autres balises dans une loi particulière, les balises supplémentaires devront respecter la Charte. Et la Commission avait, entre autres, l'inquiétude du danger du conflit de normes. En fait, effectivement, la Charte prévaut et il y a théoriquement pas de conflit de normes, mais dans la pratique, la Commission pensait que ça pouvait soulever certaines difficultés d'application si les balises ne sont pas conformes à la Charte. Ça peut créer mettre les gestionnaires face à deux régimes juridiques distincts. Ça peut faire croire à certaines personnes qui remplissent leurs obligations alors qu'ils contreviennent à la Charte. Donc, la forme vous appartient. Nous, le danger, ce qu'on voulait éviter, c'est qu'il y ait un conflit de normes par rapport aux balises et aux droits qui existent déjà en vertu de la Charte et qui prévaudront sur la loi adoptée. C'est un petit peu inusité comme recommandation parce que on ne fait pas d'entrée de jeu lorsqu'on légifère, on ne dit pas la Charte prévaut puisque lorsqu'on légifère, on tient compte d'un ensemble de mesures, on tient compte effectivement des paramètres, des balises que nous amène non seulement la Charte, mais aussi les décisions de la Cour suprême. En tout cas, du moins, on le fait, nous ici. Je comprends qu'il y en a qui le voient autrement, mais on ne voit pas dans un texte législatif que la Charte prévaut. La Charte est là, elle est une pierre angulaire, un socle, si je dirais, de notre corpus législatif. Tout à fait d'accord avec vous. C'est quand même
un projet de loi tout à fait particulier pour lequel c'est une mesure de sécurité supplémentaire qu'on vous suggère d'indiquer en début du projet de loi pour faire en sorte que, tout à l'heure, on entendait les gestionnaires vivent dans des situations particulières, de se rappeler que peu importe le guide, on doit se référer à la charte. Alors, c'était un mode de sécurité supplémentaire qu'on propose aux législateurs. On a, parmi les différentes recommandations qui ont été formulées au cours des dernières semaines, une de ces recommandations-là visait à intégrer le concept de la neutralité religieuse de l'État à l'intérieur de la Charte. Est-ce que vous avez une opinion quant à ce type de modification qui est proposée par certains des intervenants? On n'aborde pas directement la question à l'intérieur du mémoire, donc on ne s'est pas prononcé sur cette question-là. Reste que si le concept de neutralité religieuse de l'État est intégré dans la Charte des droits et libertés de la personne, il devrait être formulé d'une façon qui respecte le droit à la liberté de religion. Donc vraiment le concevoir comme le corollaire de la liberté de religion ou comme sa conséquence directe. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Donc, et non nécessairement comme un principe de base, un principe phare, mais plutôt étant... alors, vous pourriez l'inscrire où? Vous le verriez où dans la Charte? Étant donné qu'on ne s'est pas prononcé sur cette question-là dans le mémoire, ce serait embêtant pour nous aujourd'hui là, de devoir se prononcer. Ouvrir la Charte, c'est quand même une chose sérieuse. Cependant, il faut se garder d'utiliser ce concept-là d'une façon qui pourrait restreindre indûment le droit à la liberté de conscience et de religion. Donc, c'est vraiment l'esprit dans lequel là, Par contre, dès le départ de notre mémoire, on a souligné qu'on se réjouissait du fait que le projet de loi venait confirmer le principe de neutralité religieuse de l'État, qui est déjà reconnu dans le droit québécois. Donc, si c'était une suggestion, évidemment, d'ajout au niveau de la Charte, on va l'analyser avec attention et on va pouvoir vous revenir là-dessus. En fait, je voulais simplement vous entendre sur une des différentes recommandations qui nous a été formulée. Mais évidemment, l'objectif d'établir le principe de la neutralité dans la prestation de service, c'est justement pour assurer cette liberté de conscience et s'assurer que le service offert ou le service reçu ne soit pas teinté par un préjugé, favorable ou défavorable, à l'égard de la croyance ou l'absence de croyance d'un individu. Alors c'est l'objectif qui est visé. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que je me questionnais, parce que dans une de vos recommandations, vous demandez de ne pas faire référence à la question de la neutralité religieuse lorsqu'il est question d'évaluer une demande d'accommodement. Et cette neutralité religieuse nous amène justement à ce que le gestionnaire ne soit pas influencé indûment par une demande d'accommodement et donc que son analyse ne soit pas teintée par l'appartenance, par exemple, par la demande d'accommodement qui se fonde sur un motif d'ordre religieux. Est-ce que... alors, c'est pour ça que j'aimerais connaître le fondement de votre recommandation, parce que vous semblez dire qu'il ne faudrait pas y avoir dans la grille d'analyse de la demande cette question de neutralité. Si on revient à l'article auquel vous référez, à l'article 10, où on peut lire que l'accommodement demandé respecte le droit, que l'accommodement demandé, ne compromet pas le principe de neutralité religieuse de l'État. Notre compréhension est tout autre que celle que vous venez de nous présenter, au sens où c'est pas en fait,
ça semble pas être une précaution qui est adressée à la personne qui va recevoir la demande d'accommodement, mais plutôt une limite à l'obligation d'accommodement raisonnable. Donc, comme si d'entrée de jeu, si on estime qu'une demande d'accommodement pourrait contrevenir au principe de neutralité religieuse de l'État, on pourrait, dès la première étape, rejeter cette demande d'accommodement. Donc, c'est cette inquiétude-là qu'on soulevait dans notre mémoire, et c'est pour cette raison qu'on recommandait de ne pas adopter ce paragraphe. Ou même sur l'article 10, vous indiquez aussi que vous inscrivez un petit peu en faux, vous demandez de retirer, en fait, que l'accommodement demandé respecte le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais ce droit-là, il est déjà... L'égalité entre les femmes et les hommes, elle est inscrite dans le préambule de la Charte. Elle est inscrite également à la Charte canadienne. Donc, j'essaie de comprendre votre préoccupation. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un principe qui est à la base de notre société, qui fait l'objet d'un consensus au sein de la société québécoise à l'effet que l'égalité entre les femmes et les hommes ne doit d'aucune façon faire l'objet d'un compromis. On ne doit pas permettre de porter atteinte à ce principe-là, et on le voit justement en préambule de la Charte. Donc, pourquoi demander de retirer cette référence-là de l'article 10? Effectivement, le droit à l'égalité, incluant le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, est garanti par la Charte. Il est inscrit à 3 endroits dans la Charte. Mais la Charte est conçue comme un tout cohérent, un ensemble cohérent de droits. Elle a été pensée comme ça, et c'est de cette façon-là qu'elle doit être interprétée. Les droits qu'elle contient doivent être universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. Donc, effectivement, au moment d'évaluer s'il y a une contrainte excessive à la suite d'une demande d'accommodement raisonnable, il faut évaluer s'il y a une atteinte aux droits d'autres personnes impliquées dans la situation. Et cette évaluation-là d'une atteinte aux droits est faite en fonction de la Charte comme un tout cohérent. D'isoler comme ça un élément, un motif de discrimination prévu à la Charte, pour nous, il y a un risque de hiérarchisation des droits qui contrevient qui risque de mettre en danger l'équilibre qui est très important, l'équilibre de la Charte, son économie interne. Et c'est pour ça qu'on juge que de le retirer comme ça et de l'inscrire de façon isolée, hors contexte, si je peux me permettre, ça risque de créer une hiérarchie entre les droits, entre les motifs de discrimination, qui pourrait précariser l'équilibre interne de la Charte. Je me souviens parce que j'étais de la commission à l'époque, je crois que ma collègue de Tachereau était peut-être également sur la commission parlementaire lorsqu'on avait apporté des modifications à la Charte. C'était notre collègue qui était à la condition féminine, à la culture et à la condition féminine à l'époque, qui est maintenant aux relations internationales, qui avait apporté des modifications à la Charte. Et lors de ces modifications, on nous avait dit on craint que ces modifications-là apportent une hiérarchisation des droits, alors que il s'agissait de reconnaître dans le préambule de façon très claire qu'au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y avait pas de compromis à faire là-dessus. On est une société ouverte, à la diversité, ouverte à tous, mais que ce principe-là, il était aussi un socle à la base de notre vivre ensemble. Donc, je comprends, il y a un groupe qui, avant vous, a également abordé cette question-là, mais à partir du moment où on le met dans un préambule, à partir du moment où on a également cette reconnaissance-là à l'intérieur de la Charte canadienne, parce que oui, il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe, sur l'identité de genre, sur l'expression de genre, tout ça, mais il y a ce principe-là de l'égalité entre les hommes et les femmes qui est bien au-delà qu'un simple motif de discrimination, qui est un principe du vivre ensemble que l'on a choisi comme parlementaire d'inclure et d'inscrire dans le préambule même de la Charte.
Alors, pourquoi y voir? Parce qu'on n'est pas on n'est pas à l'intérieur des motifs de discrimination prévus à l'article 10 de la Charte, mais on vient vraiment se rattacher à ce principe qui nous guide. Alors, pourquoi cette crainte d'hiérarchisation des droits alors que nous avons déjà, puis aussi dans la Charte canadienne, reconnu que dans notre société, on ne devait pas apporter de traitement différencié, apporter un déséquilibre dans cette égalité entre les hommes et les femmes? C'est clair qu'au niveau de la Charte, là, comme l'a dit ma collègue, c'est déjà inscrit à 3 endroits dans la Charte. C'est reconnu, c'est pas remis en question. Ici, on est dans un projet de loi particulier et l'article 10 dit « Un membre du personnel d'un organisme qui traite une demande d'accommodement pour un motif religieux doit s'assurer que l'accommodement demandé respecte le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes. » C'est là notre inquiétude, qui vienne... que ce motif-là ou que ce grand principe-là vienne peut-être escamoter les grands autres éléments de discrimination qu'il y a à l'article 10 de la Charte. C'est là notre perception en disant, faisons attention ici, si on met ça là, il y a peut-être un danger que la personne qui va analyser la demande d'accommodement regarde pas les autres motifs. Merci. Madame la députée Tachereau. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Picard. C'est un plaisir de vous revoir, Mesdames, Messieurs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On a déjà travaillé ensemble, Monsieur Picard. Ça fait plaisir de vous revoir à une autre époque. Maintenant, je vais vous dire mon malaise. C'est comme si l'égalité entre les hommes et les femmes n'était pas... Vous étiez pas... C'est la Commission, pas vous, mais la Commission n'était pas à la défense de cette valeur fondamentale au Québec et que vous regardiez toujours le droit sur le mode individuel. Chaque personne a droit, mais l'impact sur la société, c'est comme si, et sur l'égalité entre les hommes et les femmes, l'impact de la présence, par exemple, et je vais le dire comme je le pense, de vêtements qui sont associés à l'oppression des femmes, ça jouait pas dans la balance. Vous ne nous parlez que du droit individuel de porter un vêtement religieux, alors qu'on parle ici de visage découvert. Mais c'est comme si ça n'était jamais porté par la Commission. Je peux-tu entendre quelque chose là-dessus, moi? Et quand on parle de ça, là, parce que là, moi, là, je suis aussi dans les droits collectifs et dans la vision. On est dans le vivre ensemble. Ces mots-là n'existent pas, on dirait, quand on entend la CDPDJ. J'aimerais ça vous entendre vous porter à la défense aussi de ça. D'abord, je vais tenter de vous rassurer au nom de la Commission. Tout à l'heure, j'ai répondu à la ministre et ma collègue a répondu à la ministre que déjà dans la Charte, le grand principe d'égalité hommes et femmes est présent. Et ça nous guide dans l'ensemble de nos interventions, c'est bien certain. Cependant, dans le cas à cas, dans l'analyse des plaintes cas à cas, on doit regarder ce qui arrive à un homme ou une femme, une personne handicapée, une personne qui vit toutes sortes de situations qui pourrait être discriminée par l'article 10. Donc, on a une analyse qui est faite de façon plus individuelle. Mais sur le grand principe du respect de l'égalité hommes et femmes, je tiens à vous rassurer là-dessus, on est clairement engagé là-dedans. Sur votre question, oui? De façon plus particulière, effectivement, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrit, je l'ai dit, à 3 endroits dans la Charte. C'est un principe important. Il est dans le préambule de la Charte. Cela dit, je pense que vous faites particulièrement référence à l'article 9 du projet de loi qu'on demande de retirer. Ce sont des femmes qui sont visées par ce projet de loi-là. Et on le note la Commission le note dans son mémoire. Il appartient pas à la Commission de déterminer le sens général d'un signe religieux. Ça doit être fait au cas par cas en fonction de la croyance sincère de la personne. Cela dit, ce que la Commission note dans son mémoire, c'est que même dans les cas où une femme ne porterait pas un signe religieux par choix, cette disposition-là, l'article 9 du projet de loi, aura un impact discriminatoire
qui serait néfaste pour elle, qui serait néfaste pour l'exercice de son droit à l'égalité en emploi, de son droit à l'égalité dans l'accès aux services, et qui serait néfaste aussi pour l'ensemble de la société. OK, merci. Je veux juste, parce que j'ai 5 minutes. Alors, il me reste 6, je suis rendu à 6, c'est bon. C'est parce que, ici, on parle de service à visage découvert et on parle du fait d'avoir une relation avec la personne. Il y a actuellement personne qui, à ce que je sache, porte un niqab dans la fonction publique. Alors, si la règle arrive aujourd'hui, toutes les personnes qui vont s'inscrire pour travailler vont connaître la règle. Il n'y a donc pas de discrimination, puisque, au départ, en droit du travail, un employeur peut, sinon, là, je tombe à terre, mais un employeur peut imposer des règles vestimentaires à l'embauche. Donc là, à visage découvert, qui est fondamentalement dans les règles du vivre ensemble, là, moi, je pense que c'est un minimum. Si c'est connu puis que c'est simplement à visage découvert, en quoi ça devient une discrimination? Puisque la personne sait à l'embauche que c'est une demande et que c'est une demande, et si vous voulez mon avis, c'est une demande tout à fait raisonnable. On n'est pas dans l'irraisonné ni l'irraisonnable. Une société a le droit d'établir un cadre. C'est nous, les législateurs, qui sommes là pour ça. On est en train de le faire. Puis on ne tombe pas dans le déraisonnable. Voilà. Je vais essayer d'aller rapidement, mais juste pour vous dire que le droit à l'égalité en emploi est prévu à toutes les étapes de l'emploi, incluant à l'embauche. Très rapidement, ça prend 3 choses pour qu'il y ait discrimination. Il faut qu'il y ait une distinction, une exclusion, une préférence. Il faut que ce soit basé sur un motif de la Charte. Ici, on parle des motifs sexe et religion principalement, mais il pourrait y avoir d'autres motifs. Il faut que ça ait pour effet de compromettre l'exercice d'un droit. Ici, on parle du droit à l'emploi, de l'accès aux services publics, de la liberté de religion, qui est un droit garanti par la Charte également. Donc, on a les 3 étapes clairement établies en droit pour qu'il y ait une discrimination au sens de la Charte. Et c'est ce qu'on essaie, et c'est ce que la Commission a voulu inscrire dans son mémoire. Est-ce parce que est-ce qu'un employeur peut inscrire des conditions vestimentaires ou des règles à l'embauche? Oui, c'est clair, ça. Donc, si on demande à visage découvert, on ne fait pas une discrimination à l'embauche puisque la personne connaît la règle de l'embauche. Il n'y a pas de discrimination. Puis, en plus, c'est du vivre ensemble minimal. Là. C'est la rencontre. C'est la personne qui donne le service. Parlons juste de la personne qui donne le service. L'État a le droit de dire, pour donner un service, vous devez avoir le visage découvert. Est-ce que la Commission est au moins d'accord avec le minimum de ce que je considère des règles du vivre ensemble? Dans les cas où il y a une discrimination, effectivement, l'employeur peut justifier une demande en fonction d'une exigence professionnelle justifiée. Et là, c'est à lui de faire la démonstration en fonction notamment des critères d'accommodement raisonnable et de contraintes excessives. Et ce sont les critères que la Commission applique, que c'est l'état du droit en la matière. Donc, si on légifère, c'est réglé, c'est le nouveau droit. Prévaut sur toute autre loi. Donc, qui pourrait poursuivre l'État québécois là-dessus? D'autres gens pourront... vous dites qu'elle est matière à poursuite. Oui. Une dernière question. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'on ne part pas du même point. On n'arrive pas au même endroit, mais j'aurais une question pour vous, M. Picard. Pendant le projet de loi 59, on a eu beaucoup de discussions sur... je vais aller ailleurs, mais en même temps, c'est dans le même domaine parce que toute personne qui va poursuivre la CDPDJ va avoir à vivre les délais de la CDPDJ. On a beaucoup débattu des délais à la CDPDJ et on s'est demandé s'ils n'étaient pas légèrement longs. Parce qu'une poursuite, c'est 2 ans, avant d'arriver à la fin de l'enquête et tout. J'ai un nouveau président devant moi. Est-ce que vous allez nous permettre d'avoir un peu d'espoir sur la réduction de ces délais? Combien de temps? En 2 minutes, je pense que c'est un bon test, ça. Alors, oui, les délais sont longs dans tous les secteurs. Et nous, depuis quelques mois, je pourrais dire qu'on fait de l'acharnement sur la question des délais. Que ce soit en jeunesse où la situation est quasi réglée. En quelques mois, la situation, les enquêtes sortent.
En charte actuellement, il y a des travaux qui sont faits pour revoir l'ensemble des processus pour effectivement faire en sorte que les délais soient vraiment raccourcis. Et pour ce qui est des programmes d'accès à l'égalité, où les délais sont peut-être moins connus ici, mais sont très connus chez nous et par les employeurs, je vais annoncer jeudi des mesures très strictes qui vont venir baliser les délais et les façons de procéder. Donc, une réponse rapide à votre question. Oui, il y a de l'espoir et il y a de l'acharnement actuellement pour travailler sur les délais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quand vous aurez réussi totalement, on va vous en être très reconnaissant. Madame la députée de Montarville. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci. Merci pour la mémoire. J'aimerais lire un tout petit passage pour les gens qui nous écoutent. À la page 6, on parle de neutralité religieuse de l'État au deuxième grand paragraphe. Là. Vous nous dites dans le milieu du paragraphe, après la note numéro 19, l'obligation de neutralité religieuse de l'État constitue l'un des deux moyens permettant l'atteinte d'une finalité spécifique, soit celle d'assurer le principe d'égalité entre les différentes confessions religieuses et protéger la liberté de conscience et de religion de chacun. Et là, corrigez-moi si je me trompe, parce que j'ai eu un échange avec Mme la ministre la semaine dernière sur ce que signifie neutralité de l'État. Si j'ai bien compris, mais dites-moi si j'ai rien compris. Donc, la neutralité religieuse signifie qu'on n'interdit aucun signe religieux et qu'on les accepte tous, qu'on les permet tous, si je comprends, mais je veux vous écouter là-dessus. En fait, le principe de neutralité religieuse de l'État, l'interprétation que la Commission en donne dans son mémoire, elle le tire des interprétations de la Cour suprême, entre autres, des experts aussi qui ont travaillé ces questions-là. La neutralité est le corollaire du droit à la liberté de religion. Le droit à la liberté de religion, c'est un droit fondamental. Ceci dit, le droit à la liberté de religion, comme tout autre droit fondamental, n'est pas appréhendé comme un absolu. Donc, dans certains cas, on pourra restreindre l'exercice de cette liberté-là, restreindre certaines manifestations. Ceci dit, cette restriction doit être accompagnée de justifications sérieuses. Donc, ce n'est pas une ouverture à tout, la neutralité religieuse de l'État, c'est toujours de l'ordre du raisonnable. Donc, de là aussi notre propos sur la complémentarité entre obligation de neutralité et obligation d'accommodement. On se comprend bien à l'effet que lorsqu'on parle, parce que nous prônons la recommandation de Bouchard-Taylor qui est d'interdire les signes religieux pour les personnes d'état en position d'autorité coercitive, entre parenthèses, là, juge, procureur de la couronne, gardien de prison, policier, nous ajoutons les enseignantes. Ce qu'on peut comprendre du projet de loi 62 avec cette définition de la neutralité, c'est que si, d'aventure, une enseignante voulait porter un tchador, elle le pourrait. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est une question sur la neutralité religieuse de l'État. Ça doit être quoi, en principe, en réalité, pour cette personne dans l'exercice de ses fonctions? Puis pour la Commission, je pense que si on lit attentivement le mémoire, on met l'emphase sur la question de l'attitude et des comportements et des paroles. Donc, la personne doit agir avec impartialité, elle doit exercer son devoir de réserve, puis elle ne doit pas tenter de convaincre quiconque d'adhérer à ses croyances. Donc, ma question, l'enseignante pourrait-elle porter un tchador, tout simplement, avec ce projet de loi? On parle, je pense, de questions hypothétiques et théoriques. Oui, mais je vous la pose la question. Vous êtes les spécialistes, vous êtes les gens de la Commission des droits de la personne. J'ai travaillé plusieurs années au service conseil en matière d'accommodement raisonnable où on accompagne les décideurs, que ce soit des gestionnaires, des prestataires de services qui ont une demande d'accommodement raisonnable ou un cas plus compliqué qui nous adresse. Puis, dans le cadre de ces fonctions-là, je n'ai eu aucun cas d'accommodement raisonnable en lien avec ce signe religieux précis. Je comprends que c'est hypothétique, mais vous savez que gouverner, c'est aussi gérer pour l'avenir, c'est prévoir. Et ma question est, avec ce projet de loi, une enseignante pourrait-elle porter un tchador? Tout simplement, si vous me dites que la prestation doit se faire de façon à ce qu'il n'y ait pas une influence sur le service que l'enseignante offre, par exemple. Donc, est-ce que ce projet de loi permet le port de signes religieux? Tout simplement, c'est juste ça que je veux savoir. Ce projet de loi-là
Notre compréhension, c'est qu'il vise une prestation de service qui est neutre, qui ne favorise ni ne défavorise aucune croyance. Si, par le port d'un signe religieux, il y a une atteinte réelle aux droits d'autrui, on peut le limiter selon l'état du droit en vigueur. Donc, Juste pour suivre, j'ai très peu de temps. Excusez-moi, je ne veux pas vous bousculer, mais j'ai peu de temps. Vous nous dites que vous dites à la Commission que nous devrions abroger l'article 9 qui traite de services à visage découvert, que nous devrions abroger l'article 10 au paragraphe 2 et au paragraphe 3, et qu'à l'article 4, l'alinéa 2 ne fait que reprendre le principe que la Cour suprême nous a enseigné sur la neutralité religieuse de l'État. Alors, si on enlève tout ça, le 9, le 10, paragraphe 2 et 3, que reste-t-il dans ce projet de loi-là? Ben en fait, ça, on peut y aller article par article, mais sur l'article l'article 10, par exemple, si on enlève les deux premiers paragraphes, on se retrouve avec les règles existantes en matière d'accommodement raisonnable. Donc, pour le traitement d'une demande d'accommodement raisonnable, les obligations de l'employeur, ça nous apparaît davantage conforme. Pour l'article 11, les paragraphes qu'on suggère d'enlever, ce sont des paragraphes qui, selon nous, sont étrangers au cadre actuel de l'accommodement raisonnable. Et comme ma collègue le disait tout à l'heure, il est important de ne pas mettre en place deux registres distincts d'accommodement raisonnable, mais bien, si on tente de traduire l'état du droit, il faut bien le traduire. Puis, à notre sens, les deux paragraphes qu'on ajoute à 11, ils ne sont pas conformes. Merci. Madame la députée de Montarville. M. Camille Picard, Maître Claire Bernard, Maître Evelyne Pedneau, M. Jean-Sébastien Beau, représentant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Merci d'être venu déposer. On suspend quelques minutes. Je demanderai au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec de s'approcher.